attaque par rançon logiciel. Donc moi, je suis Eva, donc coordinatrice marketing pour StreamScam, et je vais animer donc cette réunion avec Karine qui va se présenter juste après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà replacer quelques mots donc, sur l'entreprise. Alors nous, on est en activité depuis 2011. Notre mission, ça va être de vous aider à anticiper, surveiller, surtout répondre rapidement aux cyberattaques avec un objectif clair qui est de réduire les risques et limiter les pertes. On est à la fois donc un centre de recherche et développement en continu. On est une équipe donc, avec plus de 30 experts en cybersécurité, donc composée de chercheurs, chasseurs de cybermenaces, analystes et développeurs. Et on est aussi les concepteurs de StreamShield, donc notre solution brevetée de cybersurveillance intégrant de l'intelligence artificielle pour détecter et réagir en temps réel. Et c'est ce savoir-faire sur terrain et cette expertise de pointe qui va nous permettre aujourd'hui de vous parler concrètement de ce qui se passe réellement pendant une attaque. Et donc là, je vais laisser la parole à Karine pour se présenter. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions directement dans la discussion. On prendra le temps d'y répondre tout au long du webinaire. OK, merci à tout le monde. Mon nom est Karim Gename. Je suis le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Donc, j'ai plusieurs casquettes dans l'organisation, hein, mais dans le contexte de ce qui nous concerne, dans la réponse aux incidents, il faut noter que je suis expert en réponse aux incidents. Donc, je suis amené dans plusieurs cas à travailler avec des compagnies qui se font hacker. Donc, globalement, des entreprises de la région, ça peut être à Montréal, mais aussi au Québec ou aussi à l'extérieur. Des compagnies qui se font hacker, qui nous appellent pour qu'on vienne les aider à gérer le cas. Donc, dans ce genre de scénario, mon job, c'est d'accompagner l'organisation de bout en bout pour aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment les pirates sont rentrés dans le réseau, quels sont les impacts sur l'organisation et surtout comment reconstruire son réseau pour revenir en production le plus rapidement possible. Puis évidemment, dans ce genre de scénario, il arrive que l'aspect communication soit très, très important. Ça peut arriver qu'il y ait une compagnie qui se fasse hacker, que ça fasse la une des journaux. Donc, en plus de la réponse opérationnelle à l'incident, ben, ce que je vais faire aussi, c'est d'apporter de l'accompagnement dans les organisations pour bien gérer la communication, de telle sorte que, ben, à la fin, ce qu'on retient, c'est que oui, il y a eu un problème, mais l'organisation a mis en place les mesures nécessaires pour pouvoir non seulement le gérer de manière efficace, mais revenir en production aussi dans des délais qui sont raisonnables. Alors déjà, pour commencer, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les premières heures d'une attaque? Qu'est-ce qu'on fait et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à ce moment-là? Donc, en fait, je dirais que lorsque une compagnie, dans le public, s'il y a certaines personnes qui ont déjà vécu un cas d'attaque important, notamment des cas de ransomware, ben, c'est une expérience que vous avez vécue et puis à la sortie de ça et tout, on réalise exactement qu'est-ce que ça prend. Hein. Donc, globalement, lorsque vous avez un cas d'infection, un cas d'incident, dans les premiers moments, le plus important, c'est que vous prenez le contrôle de la situation et que vous soyez à mesure d'arrêter l'hémorragie. Donc, l'une des premières étapes, c'est vraiment de mettre en place les moyens nécessaires pour confiner l'incident, donc c'est-à-dire l'isoler pour éviter qu'il se propage dans l'organisation. Par exemple, vous avez une ou quelques machines qui sont infectées par un ransomware, vous n'avez aucune idée de combien de machines en réalité sont impactées. Ben, le premier réflexe, c'est de rapidement voir c'est quoi l'impact de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on pense qu'il y a juste une seule machine, un laptop qui est touché ou des serveurs critiques de l'organisation sont touchés. Si c'est le cas, ben, on va par exemple décider, dépendant évidemment des règles dans l'organisation, de couper littéralement Internet pour éviter qu'il y ait une propagation de l'attaque ou on va isoler les machines qui sont concernées de telle sorte qu'on a l'assurance derrière que l'attaque ne peut pas se propager dans l'organisation. Cette étape est cruciale hein, parce que si vous n'êtes pas en mesure de confirmer que l'incident est complètement isolé, donc ça suppose que quelque part, vous n'avez aucune garantie que l'incident ne pourra pas se propager. Donc, dans plusieurs cas, par exemple, que j'ai déjà vu, vous avez en début de journée, vous avez une notification, un cas de ransomware dans l'organisation. Donc, au début, on a 3 ou 4 machines qui sont infectées. Puis, plus on prend le temps à réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et puis finalement, on réalise que 2 ou 3 heures plus tard, ben, vous avez une dizaine de machines ou une quinzaine qui commencent à s'infecter, tout simplement parce que très rapidement, l'organisation n'a pas pris les mesures nécessaires pour isoler l'incident. Donc, pour résumer ici, la première étape, pendant les premières heures, on veut clairement être en mesure de pouvoir isoler l'incident pour qu'il évite de se propager. Puis si en plus de ça, vous êtes en mesure aussi de pouvoir commencer à bien contrôler la communication, ça va vous éviter des ennuis plus tard. Donc cette partie-là aussi est importante parce que si la communication est mal gérée, je vois par exemple des cas où vous avez le responsable TI, par exemple, qui est de bonne foi. Hein, donc, avoir une communication à tout le monde pour informer tous les employés que
ben l'organisation vient de vivre un cas de ransomware. Malheureusement, vous n'avez aucune idée de où est-ce que ce message-là peut atterrir. Si par malheur, le message arrive dans la boîte de courriel des journalistes, vous pourrez faire la une des médias. Donc, on confine, mais aussi on s'assure de bien communiquer avec les employés, leur dit que c'est vrai, on a un problème informatique en ce moment, mais c'est sous contrôle, on est en train d'y travailler, puis tout se passe bien. Cette partie-là, elle est très importante pour éviter qu'il y ait des malentendus ou que finalement, ben, il ait un discours qui soit complètement différent de la réalité chez vous. Donc ensuite, c'est une question qui peut paraître difficile, mais beaucoup d'entreprises se la posent quand elles sont face au mur. Est-ce qu'on négocie avec les cybercriminels? Est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on résiste? Ben, moi, je dirais par expérience, parce que j'en ai fait des dizaines et des dizaines de cas de ransomware. L'élément clé ici, c'est par défaut, on ne négocie pas avec les pirates. Parce que si vous négociez, la réalité, c'est que si vous payez une fois et que le pirate essaie d'avoir d'autres victimes et qu'il n'est pas en mesure de les avoir, il y a de fortes chances qu'ils reviennent vous voir encore pour diverses raisons pour vous demander de payer encore une rançon. Donc, règle de base, il ne faut jamais payer la rançon. Ce que je dis aussi aux organisations, c'est qu'il ne faut jamais fermer la porte pour diverses raisons. Je prends le cas, par exemple, d'une compagnie manufacturière dans la région de Montréal qui se fait hacker, puis on se rend compte que les dernières sauvegardes utilisables de l'organisation remontent à 6 mois. Donc, si on doit restaurer les données, ça suppose qu'on a perdu des données de 6 mois. Donc, l'organisation regarde en fonction de la réalité, est-ce que si on veut restaurer les données depuis 6 mois, encore faut-il les trouver? Combien de temps ça prendra? Est-ce qu'on va travailler pendant toute l'année pour essayer de restaurer les bonnes informations, ce qui va impacter la production, impacter par exemple la commercialisation? Ou est-ce que si on rentre en négociation avec le pirate, ne serait-ce que comprendre ses intentions, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir en production plus facilement? Donc, dans la plupart des cas, la règle de base, c'est qu'on ne négocie jamais, mais aussi il faut considérer que le pirate vous voit juste comme un client. Donc, c'est un cas de business case. Est-ce que négocier avec le pirate va vous permettre, dans des cas extrêmes, de pouvoir envisager un retour en production ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne devez pas envisager? Par exemple, si la compagnie n'a aucune sauvegarde qui pourrait être restaurée et qu'elle pense que restaurer les données pourrait prendre trop de temps, ce qui n'est pas raisonnable, peut-être que ça vaut le coup d'aller prendre contact avec le pirate pour essayer de comprendre c'est quoi ses intentions et puis ensuite décider. Mais il ne faut jamais que ce soit le premier réflexe de partir, de négocier avec le pirate. J'aimerais rajouter ici aussi que malheureusement, les pirates, ben, quand on regarde la dynamique, vous ne pouvez pas les faire confiance. Hein. Donc, expliquez que vous payez la rançon, puis qu'au final, ben, ils récupèrent la rançon et puis qu'ils disparaissent. Il peut aussi arriver que vous payez la rançon et puis que finalement, le pirate vous donne une clé de déchiffrement qui malheureusement ne fonctionne pas et puis que vous vous retrouvez que vous êtes encore à la case départ. Donc, à regarder, ne pas fermer complètement la porte, la regarder comme étant une option de dernière minute qu'on aimerait ne pas utiliser, mais aussi considérer aussi que vous êtes face à des gens qui ne sont pas fiables. Super. Et ensuite, donc une autre question. Donc, personne ne veut se retrouver forcément dans la une des médias pour une attaque qui a paralysé l'entreprise. Donc, selon toi, comment éviter de faire la une dans les journaux? Oui, en fait, je dirais, quand on regarde l'évolution des cas de ransomware, il y avait une période des années 2000, on va dire, autour des années 2010 jusqu'à 2020, on pouvait encore se cacher. On pouvait se cacher, on pouvait être piraté, puis on peut travailler on peut faire en sorte que les journalistes ne soient pas au courant. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. Depuis quelques années, personnellement, il m'arrive de me faire appeler par des journalistes qui veulent mon avis concernant des cas de ransomware dans les organisations. Donc, quand on regarde aujourd'hui, tous les journalistes savent comment aller chercher les informations. Les pirates, notamment dans les cas de ransomware, une fois que vous êtes hacké, ils tiennent des forums sur le dark web, dans certains forums qui sont accessibles, où on a même des sites web qui peuvent être accessibles en ligne sur lesquels vous pourrez aller regarder vous pouvez aller chercher des informations sur les compagnies qui ont été piratées. Donc, globalement, vous vous connectez, puis vous voyez la liste de certaines organisations qui se sont fait pirater. Donc, quand vous êtes face à ce genre de cas, les journalistes ont l'information. Ce qui va arriver, c'est que pendant la même période, s'il se trouve que malheureusement, il n'y a pas une grosse nouvelle qui se passe, ben, peut-être que le journaliste va écrire un papier sur vous. Si vous avez de la chance que c'est une période où il y a des élections, où on parle beaucoup de la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis et que finalement, il y a une actualité qui est plus importante, peut-être que vous allez être en dessous des radars. Mais si ce n'est pas le cas, considérez aujourd'hui que chaque fois que vous êtes hacké et que c'est un groupe de pirates, il y a de fortes chances que le lien
sur lequel le pirate va publier votre information soit accessible à des journaux, donc à des médias. Donc, dans ce cas, si le média est au courant, ce qui va arriver, c'est que le média va commencer à parler de vous. Donc, pour résumer ici, je dirais, aujourd'hui, si vous êtes piraté, un cas de ransomware, soyez transparent. Soyez transparent dans la mesure où si vous essayez de le cacher, il y a de fortes chances que le journaliste ait l'information qui finalement est publiée dans les médias. Donc, ce que je recommande aux organisations, c'est une fois que vous êtes piraté, on va regarder c'est quoi l'ampleur de la menace. Évidemment, si c'est un seul poste de travail qui a été impacté, ben, ce n'est pas dramatique. Mais si vous avez un grand volume de machines qui sont piratées, que vous êtes obligé d'arrêter Internet pendant quelques jours, la bonne chose à faire, c'est d'être transparent dans la communication avec vos partenaires. Idéalement, créer une page web sur votre site web, puis vous allez parler du cas. À telle heure, vous avez un problème informatique, vous êtes en train d'y travailler, puis à l'heure où vous parlez, ben, vous êtes à 30% par exemple du confinement. Donc, à la fin de la journée, vous avez fini le confinement. Vous travaillez maintenant sur la partie éradication de l'incident. Donc, donnez le temps, pas à pas, d'écrire exactement qu'est-ce que vous faites pour gérer l'incident. Puis les gens vont le savoir. Puis la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous le faites comme ça, le journaliste qui a accès à votre page, il voit déjà toute l'information. Il n'y a souvent aucune raison pour lui d'aller publier un article de journal. Mais si vous essayez de le cacher et puis que finalement vous ne dites rien, on a l'impression que vous êtes hacké, mais vous n'en parlez pas du tout, ben, les journalistes vont fouiner. Et quand ils fouinent et qu'ils trouvent l'information, ben, ils vont devoir le publier dans leur journal. Et puis là, vous allez devoir gérer le dommage ensuite, puis parler à vos partenaires pour les notifier que vous avez été hacké. Et puis dans certains cas, vous allez être mal perçu là-dessus. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment se préparer une attaque et par quoi il faudrait commencer pour être plus résilient dès demain? Ben, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut considérer que les cyberattaques sont là pour rester. Quand on regarde l'évolution des cyberattaques, il y a une période où la plupart du temps, les pirates et les intrusions étaient réalisées par des humains. Mais aujourd'hui, la donne a complètement changé. 99% des attaques sont réalisées par des robots. Donc, ces robots scannent Internet 24 sur 24 à la recherche de systèmes vulnérables. Donc, dès qu'ils tombent sur un système qui est vulnérable, ils essaient de prendre le contrôle, puis ensuite donner la main aux pirates. Donc, aujourd'hui, on parle de plusieurs millions et des millions de botnets qui tournent 24 heures sur 24. Hein. Donc, dès que vous mettez vos serveurs en ligne, ben, vos serveurs commencent à se faire scanner. Puis, s'ils se font scanner, malheureusement, si vous n'appliquez pas des règles de sécurité de base pour renforcer votre sécurité, ben, vous allez finir par vous faire hacker. Donc, la bonne chose à faire aujourd'hui, c'est de considérer que les cyberattaques sont là pour rester et que si vous ne faites rien, un jour ou l'autre, vous allez pirater. Donc, on commence par renforcer la sécurité de son organisation. Par exemple, on va s'assurer que sur chaque ordinateur, vous avez un antivirus ou un EDR qui protège chaque endpoint. Vous allez aussi protéger le périmètre du réseau. Donc, au niveau de l'entrée de votre réseau, vous avez un firewall, évidemment. Vous allez avoir un système de détection, prévention d'intrusion qui va capturer tout le trafic qui rentre et sort de votre réseau et l'analyser pour détecter les cas d'attaque puis les bloquer. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle la stratégie de défense en profondeur qui suppose que vous ayez plusieurs couches de sécurité. On va faire aussi des balayages de vulnérabilité de manière régulière et aussi on va s'assurer d'avoir des mots de passe qui sont très, très robustes avec une authentification multifacteur. Donc, l'idée de l'authentification multifacteur, c'est que si un pirate essaie de se connecter à votre réseau et qu'il n'a pas le token, par exemple, qui est envoyé sur votre téléphone, eh bien, il ne pourra pas se connecter. Donc, je rebondis sur cette affaire, sur cette partie en termes de renforcement de la sécurité pour parler d'un cas qui est assez méconnu aujourd'hui, un cas méconnu en termes de cyberattaque, c'est ce qu'on appelle les attaques de type RCE. Donc, globalement, sur les systèmes dans les réseaux, il y a certains types de vulnérabilités qui permettent à des pirates à distance de pouvoir prendre le contrôle de vos serveurs sans avoir besoin d'avoir un nom utilisateur au mot de passe. Et même si vous avez une authentification multifacteur, ben, ces attaques-là peuvent aboutir pour la simple raison qu'elles exploitent une faille qui est sur votre système qui les permet de prendre le contrôle à distance. J'ai déjà vu des scénarios d'attaque où le pirate était capable à distance d'arrêter l'antivirus directement sur le serveur, de se déplacer sur vos machines, puis d'exécuter du code malicieux et aussi de pouvoir télécharger ensuite des codes supplémentaires et tout ceci sans avoir besoin d'avoir le nom utilisateur ou le mot de passe dans votre réseau. Et cette attaque pourrait même aboutir, même si la compagnie a une authentification multifacteur en place. Donc, il faut voir les cyberattaques comme étant quelque chose qui vont continuer, ça va continuer à exploser. Donc, on va mettre en place plusieurs moyens de sécurité qui, ensemble, vont permettre de renforcer la sécurité de votre organisation. Donc, autre chose aussi à faire, c'est, vous savez que les pirates
on parle de fait que vous êtes attaqué principalement par des robots qui vont fonctionner 24 heures sur 24. Donc, considérez que les pirates ne prennent pas de vacances, ils ne prennent pas de week-end. Donc, si vous surveillez la sécurité de votre réseau juste pendant les heures ouvrables, malheureusement, il va y avoir une attaque qui va partir, vous n'allez pas pouvoir la détecter. Puis, quand vous allez revenir le lundi, vous allez vous rendre compte que vous avez été piraté. Donc, il faut surveiller la sécurité de votre réseau 24 heures sur 24, déployer des outils de détection, prévention d'intrusion, des outils de gestion de log, des outils de protection des endpoints, puis de surveiller tout ça de manière accrue 24 heures sur 24 pour détecter et bloquer les cas d'attaque. Puis là aussi, l'un des défis que je vois souvent, c'est que certaines compagnies vont déployer les bons outils qui fonctionnent certes, mais puisqu'il n'y a personne pour regarder les alertes qui sont générées par ces outils-là, malheureusement, l'attaque commence, vous avez des alertes dans les outils, mais personne ne les regarde, puis finalement, vous êtes hacké. Et lorsque nous, on a appelé, par exemple, à faire les investigations, c'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a eu beaucoup de bruit de l'attaque depuis, on va dire, 2-3 mois, et que vous aurez pris en charge ces alertes-là, eh bien, très certainement, vous aurez pu bloquer l'attaque. Donc, déployer les outils, c'est une chose, mais il faut surveiller la sécurité de votre réseau 24 heures sur 24 pour être sûr aussi que vous êtes bien protégé. Puis l'autre élément à rajouter ici qui est très important, c'est la question, lors de la surveillance, d'avoir la visibilité à 360 degrés de votre périmètre de réseau. Il faut éviter qu'il y ait des angles morts. Si vous surveillez certaines parties du réseau, par exemple, vous déployez un outil de gestion de log qui est installé sur certaines machines dans le réseau, notamment les serveurs, les endpoints, vous avez l'impression que vous êtes parfaitement protégé, vous avez des EDS sur chacune des machines et puis vous pensez que c'est correct. La réalité, c'est que vous n'êtes pas encore correct parce que dans votre réseau, tous les équipements qu'on a tendance à oublier, notamment les routeurs, les commutateurs, les téléconnectés, les imprimantes, ce sont des ordinateurs. Il y a un système d'exploitation, il est possible de pouvoir les contrôler à distance. Donc, ces machines, il faut que vous les prenez en compte aussi dans votre processus de surveillance de la sécurité parce que dans certains cas, malheureusement, vous avez un utilisateur qui reçoit un email, il clique là-dessus, l'email contient un fichier qui est malicieux qui commence à scanner votre réseau, ben, il tombe sur un mot de passe par défaut sur une imprimante ou sur une télé connectée ou sur tout autre équipement IoT ou autre. Il prend le contrôle de cet équipement, ça lui permet ensuite de pouvoir écouter qu'est-ce qui se fait dans votre réseau, capturer par exemple d'autres mots de passe et ensuite être capable de pouvoir propager son attaque au reste du réseau. Donc, il faut avoir la visibilité à 360 degrés de tous les équipements du réseau. Il faut surtout éviter qu'il y ait des angles morts, que ce soit des équipements sur lesquels vous pouvez installer un EDR, vous pouvez installer un antivirus, on le prend en compte, mais aussi tous les équipements qu'on a tendance à oublier dans les réseaux, notamment les routeurs, les commutateurs et tous ces équipements actifs là qui, quelque part aussi, sont des ordinateurs qui peuvent être compromis par les pirates. Ensuite, prochaine question, comment pouvons-nous évaluer donc la fiabilité d'un pirate? Par exemple, dans le cas d'un paiement de rançon, y a-t-il une meilleure chance d'effectuer une transaction fiable avec un groupe ou un autre? En fait, ce qu'on observe dans l'écosystème des pirates, c'est qu'on est dans une dynamique qui est assez contradictoire. D'un côté, il faut voir les pirates comme étant des méchants parce que c'est ce qu'ils sont. Mais de l'autre côté, ces pirates aussi ont intérêt à être perçus comme étant fiables, comme étant crédibles pour qu'ils continuent de collecter des rançons. Donc, globalement, aujourd'hui, pour tous les groupes de pirates sur le marché, lorsqu'ils commencent à avoir des victimes, on a certaines compagnies, notamment les compagnies d'assurance et d'autres types de compagnies aussi, commencent à constituer un dossier de crédit, entre guillemets, sur ces groupes de pirates-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on accompagne les organisations? On leur dit, payez pas de rançon, mais si on est dans des cas extrêmes, je me rappelle justement du cas d'une compagnie manufacturière qui n'avait pas de sauvegarde, puis c'était la seule alternative. Je parlais avec la haute direction de la compagnie qui m'a dit, écoute, si on n'est pas capable d'avoir les backups avec le pirate, considérez que la compagnie va fermer. Parce que ça va faire plus de 30 ans qu'on a construit cette compagnie, puis c'est à cause d'un cas de ransomware qu'on risque de la fermer. Donc, il n'y avait pas d'autre option parce que la compagnie n'avait jamais fait de backup. Donc, quand je rentre en négociation avec le pirate, puis évidemment, c'est tout un mécanisme, on va négocier pour comprendre est-ce que c'est réaliste, le montant que le pirate demande, puis ensuite, on va couper la poire en 2, en 4, en 6 pour essayer d'aller trouver le bon prix qui est raisonnable pour l'organisation. À la fin, lorsqu'il y a une entente, ben, on va vérifier la crédibilité du groupe. Donc, nous, on va travailler avec certaines compagnies, notamment des compagnies d'assurance et d'autres types de compagnies, mais on a aussi accès à certaines informations d'intelligence nous-mêmes pour valider est-ce que pendant les mois derniers ou pendant les années précédentes, dans quel pourcentage de cas le groupe de pirates en question a remis la clé de déchiffrement lorsque les compagnies ont payé la rançon. Si dans 99% des cas, il y a eu remise de la clé suite au paiement de la rançon ou dans 100% des cas, ben nous, on va le dire à l'organisation, ce groupe, même si c'est des méchants,
ils ont un pédigré en termes de remise des clés de déchiffrement qui est très, très élevé. Donc, par conséquent, on pense que c'est une bonne idée si vous voulez continuer là-dessus. Mais lorsqu'on fait les recherches d'informations, puis qu'on se rend compte qu'on est face à un groupe de pirates qui, dans 30% des cas, a collecté les rançons et a disparu, puis que finalement, on ne peut pas les faire confiance, ben nous, on dira à l'organisation, vous savez quoi, ce groupe-là, ils sont connus comme étant un groupe qui n'est pas fiable. Donc, par conséquent, c'est une très mauvaise idée. Même si vous avez 30% de chances de pouvoir avoir accès à la clé de déchiffrement, bon, parce que le risque est très élevé, donc par conséquent, il ne faut pas le faire. Mais la dernière décision revient toujours à l'organisation, mais nous, on va toujours valider le niveau de fiabilité du groupe de pirates en question, puis donner un avis pour ne pas que la compagnie commence à verser une rançon sans avoir aucune idée de qu'est-ce que ce groupe-là ou est-ce qu'il peut le faire confiance ou pas. Merci. Alors, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions donc, dans la partie questions-réponses. Et donc, en attendant, pour mieux comprendre cette réalité, donc, Karine va nous plonger en direct de l'écosystème donc, des gangs criminels avec un exemple concret. Donc, globalement, en fait, je vais vous présenter, je parlais tout à l'heure du fait que les journalistes, ils savent aller chercher la bonne information. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir un peu sur ça aussi, puis de vous présenter un peu où est-ce que vous pourrez avoir des informations concernant ces groupes de pirates-là. Donc, donnez-moi une minute que je partage mon écran. Donc, en fait, ce site-là, qui s'appelle ransomware.live, est un site web qui est accessible à tout le monde. Ce lien, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Globalement, ransomware.live, c'est un site qui a été créé par certaines personnes. Donc, l'idée, ce site agit un peu comme étant un agrégateur de sites de ransomware. Donc, globalement, ils vont sur chacun des forums, sur le dark web, ils collectent l'information et puis le présentent sur ce site. Donc, quand vous arrivez sur ce site, ce que ça vous montre, c'est, par exemple, il y a combien de groupes de pirates de ransomware chez qui ils ont pu collecter l'information. On parle de 264. Il y a eu globalement autour de 20 000 victimes. Puis cette année, on parle de 3 445. Donc, ce site-là répertorie un ensemble de cas, mais ce n'est pas 100% en fait des cas de ransomware qui ont eu lieu. Puis ici, on peut voir par exemple le nom des différentes compagnies qui ont été piratées, quand est-ce qu'ils ont été piratés. Puis on peut faire des recherches d'informations, notamment, on va faire une recherche sur le Québec. Donc, si je fais une recherche sur le Québec, pour voir est-ce qu'au niveau du Québec, c'est cette organisation-là, combien de sites, combien de compagnies ont été piratées. Donc, ce lien-là, tous les journalistes qui font des investigations sur les cas de ransomware, ils ont sur le lien. Tous les jours, ils vont se connecter là-dessus pour voir est-ce qu'il y a eu une nouvelle victime là-dessus. Donc, par exemple, on fait une recherche sur le Québec et puis on voit, pour ceux qui ont regardé un peu l'actualité la semaine dernière, il y a eu un article de blog, il y a un article qui parlait du cas de COP UCAM. Donc, globalement, ils ont été hackés, c'était le 29 avril. Puis, il y a des détails qui sont fournis. Vous avez aussi d'autres types de compagnies du Québec qui se sont fait hacker. On les voit, ces différentes organisations-là. Surtout que certains s'en rappellent quand Calinet avait été piraté, c'était en début janvier. Donc, l'information va être postée ici sur ce site web-là. Donc, si une compagnie se fait hacker, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez sur ce site-là. Donc, si vous vous retrouvez sur le site et que un journaliste a accès à l'information, dépendant d'une période où il y a beaucoup d'actualité, ben, s'il y a beaucoup d'actualité, peut-être que vous allez passer en dessous des radars, mais s'il se trouve qu'il n'y a aucune nouvelle, peut-être que le journaliste va écrire un papier sur vous. Donc, on pourrait regarder ici, je vais essayer de trouver un site sur lequel, bon, on voit Investissement Québec qui s'était fait hacker aussi, c'était en 2023. Donc, tout ça, c'est mis là. Je vais voir, est-ce qu'on peut trouver des informations sur, peut-être choisir peut-être celui-là. On va faire quelques recherches d'informations. On a le nom du groupe en question, puis ça donne des détails. Donc, vous avez là un cas typique d'une organisation qui se fait pirater. L'information va être ici. Donc, si l'information est déjà ici, vous allez avoir du mal à essayer de la cacher. Parce que même si vous essayez de la cacher, il y a de fortes chances que finalement, ben, l'information soit connue du grand public, soit connue des journalistes. On va voir si on peut peut-être en trouver un autre au niveau international pour ne pas juste se focaliser sur le Québec. Voyons voir. On va choisir un pour voir est-ce qu'il y a des données qui sont
public. Donc là, ça donne des détails ici. Par exemple, vous voyez là, par exemple, le pirate, non seulement ça, c'est clairement le cas d'une compagnie qui n'a pas versé de rançon. Donc, ça donne des détails. Vous allez même voir ici des exemples de documents qui appartiennent à l'organisation que le pirate a décidé de publier. Donc, ça, c'est des cas qui vont réaliser dans le cas où, par exemple, le paiement de la rançon n'a pas été fait. Donc, évidemment, ici, comme on le dit, l'idée, c'est vraiment de prendre les bonnes mesures, de s'assurer que lorsque vous avez un cas d'incident, vous allez regarder ces sites-là, parce qu'en général, lorsque les pirates compromettent aussi les réseaux, en général, ils vont laisser un fichier de note de rançon qui contient les détails pour les contacter. Donc, surveillez ce lien-là. Puis, autre chose aussi à prendre en compte, c'est que si vous décidez de ne pas payer la rançon, c'est qui est la bonne chose, mais il va falloir que vous continuez à surveiller parce que dès que le pirate commence à publier vos données, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui viennent commencer à les télécharger. Et aussi, connaissant les médias peuvent aussi venir regarder qu'est-ce qui a été publié, puis dans certains cas, contacter par exemple certains de vos partenaires pour juste leur demander, poser la question du genre, on a vu sur le dark web que l'un de vos partenaires a été piraté et puis on a trouvé vos données, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous n'avez pas informé vos partenaires que vous avez été piraté et que c'est un journaliste qui appelle votre partenaire et puis qui l'informe, à la fin, vous allez avoir vraiment du mal à convaincre votre partenaire que vous n'avez pas essayé de cacher l'information. Donc, moi, je vous recommande, quand ça arrive et que vous êtes publié, par exemple, sur les forums, allez regarder et puis en fonction du type d'information qui est partagé par ces personnes malicieuses-là. Si vous voyez des informations de vos partenaires, appelez-les très rapidement, soyez transparents. Dites-les que vous avez eu un cas d'attaque, vous avez malheureusement, certains de leurs données ont été touchées, puis donnez-les la nature des données qui ont été touchées. Comme ça, ils vont le savoir en amont. Puis s'il arrive qu'un journaliste les appelle, eh bien, ils sont déjà au courant. Donc, ça va éviter de vous mettre dans des situations qui sont délicates. Sinon, j'ai une autre question pour toi. Alors, est-ce qu'il est préférable qu'une entreprise victime de ransomware mène-t-elle elle-même les négociations ou vaut-il mieux laisser cette tâche aux autorités gouvernementales après le rapport? Et qui dispose de moyens les plus importants, notamment pour tracer les paiements en crypto-monnaie afin de remonter les pirates? OK. En fait, première question, il ne faut jamais que l'entreprise négocie elle-même. Je le dis par expérience, hein. Surtout les gens de la haute direction. Parce que quand quelqu'un de la haute direction commence à rentrer dans des questions de négociation avec les pirates, souvent ça devient une question personnelle. Il peut arriver que pour diverses raisons, j'ai vu des cas, par exemple, un président d'une compagnie qui commence à dire aux pirates que les pirates, c'est des voleurs, c'est des grosseurs. Puis dès que tu le dis, les pirates, lui, tu vois comme étant un client. Puis malheureusement, si on commence à les insulter, il peut arriver que le pirate commence à se fâcher. Puis s'il se fâche, il pourrait décider de doubler le montant de votre rançon. Puis lorsque le pirate double le montant de la rançon, souvent ça peut être très difficile de faire sortir quelqu'un de la haute direction et puis de passer la main à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut tout le temps éviter d'impliquer les gens de la haute direction. Il faut choisir en fait en réalité quelqu'un qui est neutre. Souvent, ce que je recommande, c'est quelqu'un d'autre qui a l'habitude de le faire parce que, par exemple, lorsque moi je fais les négociations très rapidement, je vais être en mesure de poser certaines questions aux pirates et puis de savoir est-ce que c'est un groupe de pirates qui est très structuré? Est-ce que c'est un groupe de pirates qui est pas du tout structuré? Puis en fonction du niveau de la structuration des pirates, il peut arriver que, par exemple, j'aille voir la compagnie victime, puis je leur dise, le pirate vous demande 500 000 $ de rançon, mais je pense qu'on peut passer on va dire 50 000 tout simplement parce que c'est un groupe qui a faim. Donc, globalement, rapidement, je pose des questions, puis j'essaie de laisser mariner le pirate, et puis je vois est-ce qu'il commence à me relancer 5 ou 6 fois. S'il me relance 5 ou 6 fois, puis c'est pas pareil que lorsque le pirate me dit vous devez payer 2 millions de dollars et puis qu'il me passe par exemple toute la journée à ne pas répondre. Donc, il y a des stratégies pour pouvoir bien prendre contact avec les pirates, savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, puis orienter les débats aussi. Donc, si quelqu'un de la haute direction le fait, la plupart du temps, c'est non seulement peut-être que cette personne n'a pas l'expérience, mais souvent ça devient délicat, surtout pour des questions d'ego, ou lorsque la communication avec le pirate commence à aller dans un sens qui n'est pas très, très viable. Mais si on veut peut-être reprendre la main et puis faire sortir quelqu'un de la haute direction, souvent ça peut être très, très difficile. Donc, il ne faut jamais laisser la haute direction négocier directement. Merci. Alors, je sais qu'on dépasse un petit peu sur le temps, mais est-ce que tu pourrais juste nous donner 2 recommandations vraiment essentielles à retenir pour les participants à appliquer dès maintenant ou en prévention? Moi, je dirais, aujourd'hui, quand on regarde les causes, l'évolution des cyberattaques, les cyberattaques font partie de la réalité d'aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, vous allez finir par vous faire hacker. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour me réduire fortement le risque de piratage?
ce qui suppose qu'on blinde son réseau, on met en place une stratégie de défense en profondeur avec des outils, les bons outils de sécurité, système de détection, prévention d'intrusion, les EDS sur les machines, et on surveille la sécurité de son réseau 24 heures sur 24, parce que les hackers ne prennent pas de vacances, ils ne prennent pas de week-end. Il faut surveiller la sécurité de votre réseau en tout temps. Puis, deuxième élément, il faut se préparer au pire. Préparer au pire, ça suppose qu'on ait un plan de réponse aux incidents qui va indiquer clairement qu'est-ce qu'on fait en cas de piratage. Puis, le jour que vous avez un problème, vous prenez ce plan, vous le déroulez exactement pour être en mesure de pouvoir revenir en production de manière sécuritaire. Évidemment, lorsqu'on a un plan de réponse aux incidents, il faut le tester de manière régulière pour s'assurer que le jour où vous allez en avoir besoin, vous allez être capable de pouvoir l'utiliser et qu'il va fonctionner. Merci. Alors, merci à toutes et tous pour votre participation. Et avant de conclure, sachez que nous avons lancé une nouvelle série de webinaires mensuels interactifs. Donc, c'est Stream Circle Live. Et l'objectif, ça va être de répondre justement à toutes vos questions en direct et de partager les tendances du moment. Donc, pour prolonger la discussion, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté. Donc, c'est un groupe LinkedIn qui s'appelle Stream Circle. Donc, je vous enverrai également tous les liens après le webinaire par mail. Et vous pourrez donc poser toutes vos questions et retrouver aussi le replay du webinaire pour échanger avec des professionnels. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement si vous avez d'autres questions pour y répondre plus précisément. Et à noter aussi qu'on donne un prochain webinaire qui aura lieu le 18 juin en français et le 19 juin en anglais. Donc, sur le thème du fonctionnement d'un SOC avancé avec un focus sur le rôle du niveau 4 dans la détection et la neutralisation des menaces sophistiquées. Et je vous enverrai également le lien prochainement avec le lien du webinaire. Donc, merci à tous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. C'est